Bonjour tout le monde, Marjorie Théodore au micro. Merci à vous de nous suivre sur les ondes de Canal M. De nos jours, nous entendons beaucoup parler de coach de vie. Mais quel est vraiment son rôle et pourquoi devrions-nous avoir un coach de vie? Alors mon invité en ce jour, et je la cite, dit que la femme est porteuse d'énergie, elle est porteuse de la terre entière. Quand on l'outille bien, la femme peut briller à travers le monde. Marjorie Rosicler, éducatrice spécialisée, coach de vie, veut polir l'estime de soi de chacune. Bonjour Marjorie Rosicler. Bonjour Marjorie Théodore, ça va bien? Ça va bien. Alors, on partage le même prénom, Oui. c'est ça, alors ravie de ça. Merci pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir et nous sommes accompagnés de Amanda. Donc, bonjour Amanda Lynn Papillon. Bonjour, merci. Alors, Amanda, tu es la fille de Marjorie et puis... merci vraiment d'avoir accepté notre invitation parce que, et aussi de te prêter au jeu. Ça me fait plaisir. Donc, Marjorie, ce que je vais vouloir savoir d'Amanda, c'est comment qu'on vit avec une mère qui est coach de vie. Hein? Donc, alors, c'est ça. Alors, tout le long, je vais m'adresser aussi à Amanda pour avoir son feedback là-dessus. Mais tout d'abord, on va commencer avec toi, Marjorie. Tu es éducatrice spécialisée et coach de vie. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet du coach de vie, parce qu'on va prendre le temps de le faire, je voudrais d'abord savoir la femme qui se donne une aussi grande mission, celle de polir l'estime de soi des autres femmes. Donc, j'aimerais savoir qui elle est. Je sais que tu es d'origine haïtienne. Tu es arrivée à l'âge de 4 ans au Canada, au Québec. Donc, comment se passe cette période, ça veut dire d'adolescente, de jeune femme en devenir? Raconte-nous comment ça s'est passé. Donc, je suis arrivée ici, j'avais 4 ans. Donc, j'ai commencé ma vie ici. Donc, j'ai fait le primaire, le secondaire, le cégep et même l'université. Donc, toute jeune, j'aimais déjà aider. OK. J'avais des amies filles, je leur donnais déjà des conseils. Puis, j'étais allée voir une conseillère en orientation, puis je voulais chercher quelque chose qui était en rapport avec de l'aide, où ce que je pouvais aider. Donc, elle m'avait proposé travailleuse sociale, éducatrice, technique à l'enfance, et moi, j'avais arrêté à technicienne en éducation spécialisée. Okay. Je voyais que ça avait vraiment rapport avec qui j'étais. Donc, j'ai débuté, j'ai suivi mon cours en éducation spécialisée. Par la suite, j'ai commencé à faire des stages avec... déjà, j'allais faire des stages avec les femmes. Donc, j'ai fait un stage en violence conjugale. Après ça, j'ai fait des stages avec les jeunes filles mères. Puis, par la suite, j'ai commencé à travailler vraiment avec les femmes. Là, c'est comme ça que j'ai commencé à saisir, là, à m'encliner là, vers le début de coach. De coach, c'est ça. Oui. Donc, alors, si on revient un peu comme dans l'adolescence, quel genre de jeune fille que tu étais? Est-ce que, je sais pas, là, tu étais leader, tu voulais... changer le monde en changeant justement, en aidant les femmes en particulier ou bien tout le monde? Tout le monde, mais c'est vrai qu'avec mes amies filles, je donnais beaucoup de conseils à un tel point qu'ils me disaient, bon Marjorie, arrête là, de nous donner des conseils. Mais j'aimais déjà ça, de leur donner des conseils, les suggérer des choses. Je voulais vraiment qu'elles comprennent, non, si tu fais telle chose, ça va t'amener à telle chose. Déjà, j'étais dans cette, si je peux utiliser l'expression anglophone, dans cette vibe-là. Oui, OK. Donc, puis tu n'as pas... t'as pas été comme vers la psychologie, psychothérapie, c'était pas
vraiment Non. ça, c'était vraiment Non. d'aller concrètement comme éducatrice spécialisée. Oui, mais c'est vrai que je fais beaucoup je donnais beaucoup des conseils psychologiques. Oui, Donc, c'est oui. vrai que j'aime la psychologie, c'est vraiment dans le fond d'aller en profondeur. C'est ça. C'est vrai que j'aime ça, Oui. aller en profondeur. Mhm. Ben, j'étais peut-être un psychologue dans Caché une autre déjà, cachée. ou dans une autre vie, si on parle oui, comme ça. parce oui. que c'est vrai que j'aime beaucoup aller en profondeur. Oui, Ouais. oui, tout à fait. C'est ce que je faisais avec elle quand j'étais plus jeune, là, à l'adolescence. OK. Donc, là, maintenant, tu travailles comme éducatrice spécialisée. Oui. Donc, alors, dans... Je suis dans une école secondaire. OK. Je fais des classes avec des troubles d'apprentissage. D'apprentissage, Ouais. d'accord. Donc, Oui. c'est dans ce volet-là. Oui, c'est dans ce volet-là que j'aide les... Ben là, je suis avec les ados. Oui. Donc, j'aide les adolescents au niveau du trouble d'apprentissage. Mhm. Trouble d'apprentissage, mais aussi trouble comportemental. OK. Donc, quand ils ont des difficultés au niveau du comportement, au niveau aussi des émotions. Mhm. Donc, tout ça à gérer là, dans une journée de Oui, travail. de travail, Ouais. c'est ça. Alors, en plus de ça, tu es présidente du conseil d'administration de Femmes Emploi. Femmes en emploi. Femmes en emploi, Mhm. OK. Et puis, pourquoi cette implication-là? Bon, encore une fois, avec les femmes. C'est Tout ce qui ça. concerne les femmes, j'aime beaucoup. Mhm. Donc, quand on m'a demandé si je voulais être la présidente du conseil d'administration, j'ai tout de suite dit oui. Oui. Donc, dans le fond, mon rôle, c'est vraiment un rôle de soutien, aussi un rôle où je dirige les réunions du conseil. Mhm. Donc, c'est ça mon rôle. Puis, OK. j'aime beaucoup, Femmes en emploi, c'est beaucoup un organisme qui aime les femmes racisées. Oui. Donc, on donne de la formation, Mhm. initiation à informatique. Oui, oui. On fait aussi beaucoup un travail de terrain, dans le OK. fond, au niveau de l'intervention. On a une intervenante aussi qui vient. On fait beaucoup de soirées pour souligner, exemple, les soirées, la journée, je pense que c'est le 25 novembre, Oui. la journée internationale contre la violence conjugale. Oui, en effet. oui. Aussi le 8 mars, on souligne beaucoup ces événements-là Mhm. pour justement sensibiliser les femmes Oui. à ces dates-là. Mhm. Puis c'est un lien direct parce que c'est un organisme aussi qui veut l'avancement des femmes, oui, qui oui. les outille. Mhm, mhm. Donc, alors finalement, c'est cohérent ton parcours là. Oh, oui, tout ce qui concerne les femmes. Tout ce qui concerne les femmes. Je poursuis ma discussion avec Marjorie Rosiclair, éducatrice spécialisée et coach de vie, accompagnée de sa fille, Amanda-Lynn Papillon. Donc, Marjorie, dis-nous qu'est-ce qu'un coach de vie? Puis, qu'est-ce que tu apportes réellement à la vie d'une femme? Moi, comment que je perçois mon rôle? Oui. Je perçois mon rôle comme un GPS. Donc, je prends la femme du point A, je l'amène au point B. Mhm. Je fais de l'accompagnement. J'aide la femme à retrouver ou à regarder les ressources qu'elle a à l'intérieur d'elle. Mhm. À travers les objectifs qu'elle a, moi, je vais l'accompagner à atteindre ces objectifs-là. Oui. C'est ce que je fais. Il y a des outils que j'utilise, bien sûr. Il y a les outils comme l'écriture. Elle peut utiliser la méditation. Il y a beaucoup d'outils qu'elle peut utiliser pour atteindre ses objectifs. OK. Moi, je dis souvent que je fais de l'éveil de la conscience. Mhm. J'éveille la conscience parce que des fois, on a besoin de quelqu'un pour germer. Oui, oui. Donc, oui. quand cette personne-là nous aide à ouvrir, à éveiller la conscience, Mhm. à une prise de conscience, c'est beaucoup plus facile donc d'atteindre l'objectif. C'est ça. Donc, ça. moi, c'est ça mon travail que je fais avec la femme. Ben, Puis c'était concret au niveau, on voit bien le GPS, là. Oui, oui, oui. Parfois, on se perd dans le parcours. Et puis, on revient. Donc, ce service d'accompagnement, là, en tant que coach de vie, ça remet alors sur la bonne voie, quoi. Je donne toujours l'exemple de l'autoroute aux femmes qui viennent me voir. Mhm. Si tu es sur une autoroute et tu te trompes,
tu prends la mauvaise sortie, Oui. qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois retourner sur l'autoroute Mhm. et prendre la bonne sortie. Oui. Dans le fond, il n'y a pas d'erreur. Mhm. Tu sais, les gens me disent, oui, mais il y a un échec. Je dis, non, il n'y a pas d'échec. Mhm. Tu fais juste retourner sur l'autoroute et prendre la bonne sortie, c'est Oui. tout. Oui, tout à Donc, fait. quand c'est plus visuel, les femmes, ils comprennent mieux Oui. la situation. Mhm. Je t'écoute, Marjorie. T'es profondément dans ton rôle. Puis on voit que tout ce que tu fais aussi est très cohérent avec ce que tu veux. Maintenant, j'ai envie d'aborder la question avec Amanda, hein, ta fille. Oui. Donc, Amanda Lynn Papillon, c'est quoi avoir une maman coach de vie? Qu'est-ce que ça représente tous les jours pour toi? C'est avec quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute. La façon comment j'ai été grandie, j'ai été élevée. J'ai dit toujours « I had the best of both worlds ». J'ai eu la culture haïtienne Oui. qui me donnait beaucoup de discipline, d'être à mes affaires, et la culture québécoise qui était beaucoup être à l'écoute, être dans le ressenti. Fait que j'ai eu la chance d'avoir le mélange des deux. Puis je trouve que ça m'a donné un bon pilier. J'ai les deux cultures, c'est comme ça que j'ai été élevée. Et ma mère, ça a été toujours quelqu'un qui m'a encouragée à m'exprimer, à faire les choses que j'aime. Quand j'avais mes amis qui venaient à la maison, elle était là, on s'assoyait, puis elle nous posait des questions, comment vous vous sentez les filles? Elle était toujours à l'écoute, puis j'avais des amis qui me disaient, oh, j'aimerais donc ça que ta mère elle puisse nous adopter, puis on riait. Comme, ta mère est à l'écoute, nos mères sont pas à l'écoute nécessairement de la même façon, parce que ma mère, elle a son propre background qui l'aide. Fait que mes amis aimaient cette ouverture, que ma mère est à l'écoute, elle les regardait pas de haut nécessairement. Oui. Puis j'ai beaucoup, mes amis, avec le temps aussi, maintenant on a tous rendu dans la trentaine, ils me disent comment que j'ai une belle relation avec ma mère. Oui. Puis ils disent qu'ils n'ont pas tous cette opportunité-là. Et ils apprécient d'avoir un peu de ça avec ma mère. Oui, oui. Qu'ils peuvent le venir et le voir avec ma mère. Le voir aussi. Oui. Alors, ça veut dire que tes amis aussi bénéficient de oui, ça. 110%. Ouais. Moi, j'ai des amis que je connais depuis la maternelle et primaire, secondaire, même si j'ai pas l'université, puis ils me disent toutes que tu as une vraiment relation privilégiée avec ta mère et c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai, oui. Et ça, j'apprécie beaucoup. À l'âge que je suis rendue maintenant, je suis comme, oui, I'm glad I have this mom. Je suis vraiment privilégiée. C'est bientôt la fête des mères. Bien sûr. Et en vieillissant, on apprécie plus nos parents, je trouve. Oui. Toute l'éducation, la culture qu'on nous a donnée. Et quand je regarde où est-ce que d'autres personnes sont, je me dis, OK, j'ai compris pourquoi ils étaient aussi sévères, aussi disciplinés, puis ça nous donne, on est mieux outillés pour faire face au monde aujourd'hui. Tout à fait. On sait comment le monde change vite. Fait que non, avoir une mère coach, c'est vraiment pratique. Les remises en question, me donner des plans, fais-toi des objectifs. Ma mère m'a donné des journaux intimes quand j'étais jeune pour m'exprimer. OK. C'est à la base de me défouler sur mes parents, je me défoulais dans mes mots. J'ai l'écriture facile, j'aime beaucoup écrire, j'aime ça faire de la poésie. Alors, je chantais aussi beaucoup. Ma mère, elle m'achetait plein de CD. Oui. Puis là, je chantais, puis ça me permettait d'exprimer mes émotions. Fait que ma mère était beaucoup dans l'introspection, de ressentir, c'est important aussi de s'exprimer pour être bien aligné avec soi-même et d'avoir ses objectifs. Hey, on voit l'influence, la grande influence. Donc, ça veut dire, pour toi, si tu as un problème, tu vas tout de suite te retourner vers ta mère. Tout de suite, ma mère et mon père aussi. Oui, oui. Malgré que je suis un adulte, des fois, j'ai acheté ma première maison, j'avais 10 000 questions. Oui. Là, j'étais comme, mes parents étaient sur Spieltag. Comment on fait ci? Comment on fait ça? Là, j'étais comme, mon Dieu, il me semble que je suis censée savoir ça, je suis un adulte, mais on commence tout quelque part dans la vie. Fait que nos parents sont nos piliers. Exactement. Puis j'ai beaucoup de personnes qui n'ont pas de parents, puis c'est en vieillissant que j'apprécie de plus en plus mes parents. C'est ça. Fait que c'est important, cette relation-là. C'est bien, Amanda, ce que tu dis. Tu as souligné quand même l'apport de ton père. Oui. Donc, dans tout ça, est-ce que on reproche bien des choses aux hommes, mais je veux dire, dans toute cette atmosphère que tu as bâtie, Marjorie, dans ton environnement, est-ce que l'homme de la maison a aussi bénéficié de ça? Puis, est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui ressort dans sa façon aussi de voir, d'entrevoir? Oui. C'est sûr que je peux pas parler pour lui. Comme je suis une personne qui parle beaucoup, je fais beaucoup de reformulation. Ben, ça aide à mon couple aussi. Oui. Parce que le fait que je sois capable de reformuler, de dire, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Je reformule beaucoup. Des fois, même à la blague, il va me dire, bon,
je suis en train de vivre avec un psychologue. Ça, c'est vrai. Il disait souvent ça. Oui. Parce que c'est vrai, j'ai tendance beaucoup à reformuler. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Bon, là, on va reprendre, puis on va... Je suis toujours dans le... OK, on reprend. Elle est toujours dans son rôle, en fait. Oui, je suis toujours dans c'est comme on dit, des formations professionnelles. C'est imbibé dans toi, dans tes façons de parler, d'interagir avec les autres aussi. Oui, c'est vrai, j'ai tendance. On avait du souper de famille, puis on aimait ça, dialoguer, de débattre sur des choses, puis on était là, on reformulait. C'était très intéressant comme dynamique. Oui. Donc, alors, c'est bien en tant que dans le couple, que ça bénéficie aussi à ce que la durée au niveau du couple aussi, et puis de passer à travers aussi les hauts et les bas. Donc, il y a une influence. Moi, je suis beaucoup dans aussi, Marjorie, dans prendre le temps d'éclaircir les choses. Oui. Je suis jamais dans le « Ah, j'attends. » Non, moi, il y a quelque chose qui se passe. Ah, on s'assoit. C'est important de s'asseoir. Puis on éclaircit qu'est-ce que c'est le mal compris. Oui, donc, moi, je suis beaucoup là-dedans. Ben, c'est comme elle dit, c'est imbibé en moi. En toi, c'est ça. Donc... Même avec mes enfants aussi, je dis, oh, attends un instant, peut-être qu'on devrait reprendre. Puis au niveau sûrement des collègues de travail, l'environnement de travail aussi. Donc, tu t'exprimes comme tu l'es. Oui, comme je suis, puis je laisse rien accumuler. Oui. Je suis une personne très transparente. Je suis toujours dans la bienveillance, c'est sûr, mais je laisse rien accumuler. Oui. Quelqu'un me dit quelque chose, je dis « Ah, on arrête et on essaie de régler le problème, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe. » Parce que je pense que le dialogue, c'est toujours quelque chose, c'est gagnant. C'est sûr. C'est la communication, elle est très gagnante quand on peut vraiment bien s'exprimer puis bien parler. C'est pas nécessairement dans le blâme, parce que quand on communique, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on dit. Oui. On n'est pas dans le blâme, on est dans l'éclaircissement, on est dans le voir. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Comment on peut reprendre? Comment qu'on peut repartir? Moi, j'ai dit on repart, je dis souvent ça à la blague, on repart à tous les jours à zéro. Ah ben, merci. Marjorie, je sais aussi que tu étais impliquée avec les femmes violentées. Et j'ai été chercher les statistiques et puis selon l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation, ils disent qu'en moyenne, une femme ou une fille est tuée à chaque 2 jours quelque part dans notre pays. Donc, on parle bien du Canada. Environ une fois par semaine au Canada, une femme est tuée par son partenaire mâle. Donc maintenant, j'aimerais savoir, toi qui as travaillé dans le milieu, quels sont les signes à ne pas négliger? Comment que ça déclenche? Puis comment on peut percevoir nous-mêmes une femme qui est dans cette détresse? Donc, c'est de percevoir nous-mêmes, ça peut être difficile, mais les signes sont quand même là. Donc, la violence conjugale, on sait très bien que ça commence par une violence verbale et psychologique. Donc, déjà, en partant, on a des signes qui nous disent que ça va pas bien. Moi, je dis souvent aux femmes, quand tu rentres chez toi et tu ouvres la porte et ton cœur est en train de débattre, ton baromètre doit commencer à agir. Donc, ton cœur, c'est le meilleur baromètre pour toi. Donc, tu as un signal d'alarme présentement qui te dit que ça ne va pas bien. Parce que ce n'est pas normal que tu ouvres ta porte et que tu ne te sens pas bien chez toi. Donc, c'est le premier signe que tu dois regarder. Dans la violence conjugale, des fois, c'est très subtil. Des fois, c'est dans le regard non approbateur. Des fois, c'est dans les mots. Certaines personnes vont utiliser des mots et même nous, qui a beaucoup d'outils, des fois, on se dit, bon, peut-être que j'exagère. Il m'a juste dit que ma veste rouge, elle n'était pas belle. Non, peut-être que c'est dans ma tête. Mais c'est souvent dans la manière que la personne va nous adresser. Une manière dénigrante, une manière qui nous fait sentir qu'on est mieux que rien. Donc, quand on a ces ressentis-là,
déjà, moi j'appelle ça des signaux d'alarme, qui nous dit que peut-être quelque chose ne va pas bien. Oui. C'est dans la répétition. Les chicanes de couple, c'est normal. Mm-hmm. Moi, je dis souvent ça aux femmes, c'est normal qu'on a des chicanes de couple. Mais quand tu es dans une relation et tu es toujours à te sentir que tu n'es pas bien, ton signal d'alarme doit commencer à s'installer. Mm-hmm. Donc, il y a une différence à faire entre des chicanes de couple normales et être dans une relation avec des mots abusifs et dans une relation où, au niveau verbal, tu te sens mieux que rien. Oui, tout à fait. Oui. Je vois bien la différence. C'est qu'en chicane de couple, oui, on peut rentrer, mais avec une certaine appréhension de dire, il faut qu'on aille en discuter, mais on n'a pas de crainte. On n'aurait pas une crainte à ce niveau-là. Donc, je vois bien la différence. Et aussi la peur. Oui. Quand la peur s'installe, c'est aussi un signal d'alarme. Mm-hmm. Tu n'es pas bien de dire les choses et tu n'es pas bien aussi à discuter avec ton partenaire, ton conjoint, peu importe. Mm-hmm. Donc, ce sont des signaux d'alarme qui vont te dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Parce que techniquement parlant, quand on est en couple, c'est le fun. Bien on sûr. est capable de discuter, on est capable de rire, on est capable de faire des blagues. C'est ça vraiment. Mm-hmm. Toujours en compagnie de Marjorie Rosiclair, éducatrice spécialisée et coach de vie, accompagnée de sa fille, Amanda Lynn Papillon. Donc, Marjorie, tu nous as parlé des signes qu'on peut voir lorsque on est une femme violentée, en tout cas ce qu'on ressent. Mm-hmm. Maintenant, j'aimerais ça que tu nous dises, est-ce qu'il y a des solutions par rapport à ça? Mm-hmm. Quelle serait la démarche à faire? La première démarche à faire, c'est de se préparer. Il y a une préparation psychologique à faire, une préparation mentale à faire et aussi une préparation, je dirais, physique. Je m'explique. Préparation mentale, c'est de se dire, bon, là, je suis en train de vivre telle ou telle situation. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je vais me préparer mentalement à partir. Comment je me prépare mentalement à partir? Je commence à accumuler mes choses. Exemple, si j'ai un passeport, je le mets de côté. Je commence à mettre du linge. Je commence techniquement à me préparer pour mon départ. Mm-hmm. Tout ça se fait vraiment... pour pas que la personne voit qu'est-ce qu'on fait, mais on se prépare vraiment à partir. Mm-hmm. Physiquement, dans le sens physique, c'est vraiment faire sa valise. Moi, je dis souvent aux femmes, commence à préparer tes choses. Si tu as un passeport, si tu as ta carte d'assurance maladie, carte sociale, tu commences physiquement à te préparer et tu commences, si tu as des enfants aussi, physiquement à préparer tes bagages pour partir. Oui. Ton mari, s'il travaille, il peut avoir des moments qu'il n'est pas là. Et là, tu commences à te préparer et à partir. Mm-hmm. Mais parce que j'allais dire, c'est que déjà, cette préparation mentale, comme on sait que c'est difficile pour les femmes de dire « je veux laisser ». Donc, l'appel à l'action de « je veux laisser », comment on peut aider les femmes à prendre cette action-là? Souvent, l'appel à l'action va se faire quand l'homme quand l'homme va commencer à agresser leur enfant. Okay. La femme, elle va souvent rester dans une situation de violence quand il s'agit d'elle-même. Mm-hmm. Elle va dire, oh, c'est pas grave, c'est mon mari, donc c'est parce qu'il y a beaucoup d'amour. Mais dès que l'homme touche l'enfant, la femme, elle commence à allumer. Mm-hmm. Donc, c'est plus elle qui est la victime, ça se centre sur son enfant. Donc, c'est là que la femme, d'après mon expérience, c'est comme ça qu'ils commencent à... Ils disent, non, il faut que je parte
Parce que là, c'est plus moi qui vive la violence, c'est mon enfant. C'est ça. C'est le déclic qui va faire en sorte que la femme va quitter. Okay. Quand l'homme va commencer à attaquer les enfants. À attaquer les enfants. C'est ça, donc sa façon d'être protectrice de l'enfant, mais là, maintenant, elle va réagir. OK, d'accord. Puis les gens me posent souvent la question, pourquoi une femme, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, reste avec un homme violent? Je leur dis souvent, c'est que tu perds toute estime de toi. Ouais. C'est très difficile de se relever quand tu n'as pas d'estime de toi. C'est pour ça que j'ai écrit le livret, donc pour aider les femmes. Parce que c'est comme si quelqu'un mettait une pierre, une roche sur toi. Oui. Puis la personne te dit, mais tu as juste enlevé la roche. Mais c'est pas facile. Oui, tout à fait. Nous, à l'extérieur, on se dit, mais non, elle a juste à partir. C'est pas aussi évident. Exactement. Oui, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure, le guide pratique de la confiance en soi. On en parle tout à l'heure, mais j'aimerais poursuivre dans le même sens. C'est que, moi, en tout cas, c'est mon constat. Il y a plusieurs cultures qui ne sont pas habituées au concept de coach de vie. Puis, moi, selon moi, je suis d'origine haïtienne. C'est le cas aussi dans la communauté haïtienne, où toutes ces formes d'aide psychologique, psychothérapeute sont des tabous. Donc, est-ce que actuellement, les mentalités ont changé? Est-ce qu'il y a une ouverture dans toutes ces communautés-là pour avoir accès à un coach de vie ou autre? Puis aussi, j'aimerais te demander aussi, est-ce que dans ta clientèle, tu retrouves toute cette diversité-là de culture? J'ai plus de Caucasiens comme clientèle. Oui. Au niveau de la culture haïtienne, c'est très difficile, mais par rapport aux jeunes, oui, les jeunes vont venir consulter. Oui. Mais je dirais, les personnes ancrées dans la culture, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils ne croient pas dans la psychologie, dans l'aide qu'on peut... ils sont très, je dirais... comment je dirais ça? Ils sont très... Ils se disent, non, je peux régler mon problème seul. Oui. J'ai pas besoin d'aide. Donc, quand on va chercher de l'aide, c'est pourquoi? C'est pour que la personne puisse nous éclaircir les idées, nous donner d'autres idées, nous donner des outils qui vont faire en sorte qu'on va avancer. Oui. Donc, on sait très bien quand on a plus d'outils, c'est beaucoup plus facile d'avoir une vie épanouie parce qu'on peut aller chercher dans nos outils pour avancer. Tout à fait. Oui. Donc, je dirais que dans la culture haïtienne, c'est très, très difficile. Très difficile, oui. d'accord. Ouais. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Au micro avec Marjorie Rosiclair, éducatrice spécialisée et coach de vie, accompagnée de sa fille Amanda Lane Papillon. Marjorie, j'aimerais ça maintenant que tu nous décrives comment ça se passe une séance de coaching. Une séance de coaching, ça se passe que la femme, elle va m'écrire. Oui. Donc, je vais lui envoyer un questionnaire. Parce que pourquoi j'envoie un questionnaire, c'est pour voir le profil de la personne et aussi de pouvoir, est-ce que moi, j'ai les outils pour l'aider ou je dois le référer ailleurs? Oui. Exemple, un thérapeute, un psychologue. Donc, après cette première contact, oui. donc je vais voir c'est quoi les objectifs qu'elle veut que je travaille avec elle. Accomplir. Puis, à ce moment-là, soit on fait une rencontre Zoom, soit on se rencontre en face à face, oui, selon son désir. Oui. C'est important ce que tu dis, j'aime bien ça, c'est que dans le profil, tu vas déjà analyser puis voir si la personne doit être référée à un psychologue et ou un psychothérapeute. Donc, ça veut dire dans le coaching de vie, dans le coach de vie, tu n'es pas psychologue ni psychothérapeute, donc
tu réfères à ce moment-là quand le problème est plus profond, hein, c'est ça? Plus profond, trop lourd pour Oui. moi. Ce que je dis souvent aux femmes, moi, je suis là pour t'accompagner, Oui. te soutenir. Moi, dans le fond, il faut que tu regardes le coaching comme un athlète qui va s'entraîner. Mhm. L'athlète, il a besoin d'un coach pour l'encourager, pour le motiver, Oui. pour avancer. Je ne suis pas là pour faire une thérapie. Je suis pas souvent, je vais dire aux gens, je ne suis pas une psychologue, Oui. je ne suis pas une thérapeute. Mhm. Je suis là pour t'accompagner. Je suis là pour te booster, pour te faire avancer. Oui. Donc, selon l'objectif que tu as. Et un rapport aussi pour voir s'il y a une progression de fil en aiguille Tout à fait. au niveau de l'objectif. Oui, exactement. Donc, c'est ça mon rôle. OK. Ça se passe majoritairement bien. Bien, c'est fait. Alors, tu as écrit le guide de la confiance en soi, mieux se connaître pour mieux se sentir. Pour mieux se construire. Pour mieux se construire. Oui. Ah ben, oui, voilà, c'est mieux, c'est pour mieux se construire. Pourquoi tu as ressenti le besoin d'écrire ce guide? Je voulais écrire le guide pour donner des outils aux femmes, Oui. aussi pour qu'elles puissent continuer à faire le travail, le travail d'introspection, le travail de l'intérieur. Parce que ce que j'ai fait avec le guide, j'ai mis beaucoup d'exercices pour que la femme, elle puisse prendre le temps de s'investir, Oui. de regarder en profondeur. Pas nécessairement d'aller rapidement parce que le guide, bon, c'est un guide de chevet où la personne, elle peut vraiment prendre le temps d'écrire qu'est-ce qu'elle a à écrire, répondre aux questions pour pouvoir aussi amener les femmes à réfléchir. Oui, faire Donc, une introspection. Faire une belle introspection. OK. Puis de regarder aussi, prendre du temps de se regarder, d'aller vers l'intérieur. Est-ce que tu accompagnes les femmes aussi à travers ce guide? C'est-à-dire que si on veut travailler la confiance sur soi, il y a un accompagnement qui peut venir de ta part Oui, aussi? oui. Okay. Avec le guide, oui. Si elles veulent que je l'accompagne avec le guide, oui, il va y avoir un accompagnement que je peux faire avec elles. Oui, oui. Donc, ça parle beaucoup de la confiance en soi. Oui. Donc, j'ai envie de te demander, à part de la confiance en soi, qu'est-ce que ça prend pour dépasser nos zones de confort? Ça prend beaucoup d'introspection. La première des choses aussi, ça prend une prise de conscience. Oui. Le changement, c'est quoi? Le changement, c'est de pouvoir dire, moi, je suis rendue à un point X et je voudrais m'en aller au point Z. Oui. Donc, je fais une prise de conscience de ce que je veux changer. Tu sais, les gens pensent que le changement, c'est comme par magie. Non, le changement, c'est de pouvoir s'arrêter et de dire, non, là, présentement, il y a quelque chose que j'aime moins dans ma vie. Oui. Je décide de changer. La première chose qu'on doit faire, c'est de se décider. Oui. Parce que s'il n'y a pas prise de décision, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien, oui. Mais il y a rien cette qui prise de change. décision, parfois, c'est quand même assez lourd. Les gens ne se responsabilisent pas à prendre leurs décisions quand même. J'aime bien cette question-là, se responsabilise. Oui. Tu es responsable de ta vie. Peu importe qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie, là, présentement, on est le 9 mai, oui. tu commences à te responsabiliser. Parce que souvent, les gens vont dire, oui, mais c'est la faute de mes parents, c'est la faute de la famille. Oui. Non. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des familles dysfonctionnelles et ils ont quand même réussi. On doit se responsabiliser au changement qu'on veut apparaître dans notre vie. Pour soi. Amanda, avec tout ça, on parle de confiance en soi et tout ça, tu as utilisé les outils de ta mère pour bâtir ta confiance en toi. Comment ça s'est bâti, ta confiance en toi? C'est sûr que j'ai utilisé les outils de ma mère parce qu'elle était toujours présente à côté de moi. C'est que c'était en boîte à outils personnelle. Oui, hein? Facile d'accès? Oui, facile d'accès. Je l'ai beaucoup utilisé dans le cadre de mes études parce que j'ai des difficultés d'apprentissage. Fait que ça a été beaucoup plus difficile pour moi de faire mon cégep, de faire l'université. Puis j'ai toujours eu ma mère à mes côtés qui a
beaucoup aidé pour ma confiance. Mais ça, c'est quelque chose qu'elle a travaillé très jeune. Oui. Mais malgré toutes les difficultés que j'ai eues, j'ai toujours eu confiance en moi. D'accord. J'avais les compétences, j'avais les capacités parce que ça m'a été projeté dès un jeune âge. Qui m'a permis d'être où est-ce que je suis aujourd'hui, de travailler pour une institution financière, d'être aux ressources humaines, puis de me sentir compétente au même pied d'égalité que tout le monde. Oui. La confiance en soi, je trouve que ça commence très jeune. Entre les autres, parce qu'on sait que des fois, quand on est jeune, les enfants, ça peut être très méchant dans les commentaires et dans les mots qu'on reçoit. Tout à fait. Fait que ma mère, elle m'a beaucoup forgé mon caractère pour m'apprécier et m'accepter tel que je suis. Oui, oui. Donc, ça t'a beaucoup aidé. Est-ce que, comme là, au niveau professionnel, tu travailles et tout, qu'est-ce que tu peux nous dire que tu as eu et que maintenant tu utilises pour faciliter justement les contacts avec les collègues ou bien les résolutions de problèmes, de conflits? Je commence beaucoup par analyser mon environnement, comme analyser, voir comment ça fonctionne dans mon travail ou à l'école, par exemple. Et après ça, c'est d'être à l'écoute des gens, ce qu'ils disent. J'ai beaucoup appris à travailler sur le non-verbal des gens. Le non-verbal parle beaucoup plus que le verbal. Ouais. La façon que la personne se positionne, la façon que la personne se parle. Est-ce qu'elle a les mains fermées? Est-ce qu'elle t'écoute et elle regarde son cellulaire en même temps, fait qu'elle est comme pas présente? Oui. Et aussi dans la façon et dans les propos que les gens te disent aussi. Fait que c'est beaucoup d'analyser son environnement pour être capable de décoder quand c'est le temps d'approcher quelqu'un pour régler une situation de conflit ou quand des fois c'est le temps de prendre du recul. Oui. Marjorie, je t'amène dans un autre créneau, là. Tu sais, les peines d'amour font souffrir, hein? Même parfois peuvent anéantir quelqu'un. Mais on n'a jamais été autant à la recherche de l'amour. On peut prendre aussi des séries qui sont sur Netflix, Mariage instantané, L'amour est aveugle. On en voit de toutes les sortes. Pourquoi cette recherche d'amour, de compagnon de vie devient aussi intense? Donc, moi, je pense que les gens ont besoin de se sentir, en anglais, on appelle ça complete, complété avec quelqu'un d'autre. Oui. Puis, c'est ça qui va faire que les gens pensent qu'ils ont besoin de quelqu'un d'autre. Oui. Mais par contre, moi, ce que je dis souvent, la première personne qu'on doit donner de l'amour, c'est à nous-mêmes. Oui. Donc, il y a beaucoup les relations miroirs aussi. Les gens vont rechercher, quand je parle de relations miroirs, donc nous sommes tous des miroirs d'une personne, donc les gens vont aller chercher la partie qu'ils n'ont pas. Donc, quand je rentre dans cette dimension-là, les gens ils me disent que « Oh, tu nous perds, Marjorie, on ne comprend pas nécessairement ». Les relations amoureuses sont souvent des relations miroirs. Donc, on essaie d'aller chercher une partie qu'on n'a pas dans le miroir de l'autre. Oui. Je ne sais pas si tu comprends ce oui, que oui, je dis. tout à fait. C'est assez clair, le miroir. Donc, quand on est, exemple, quand on est à la recherche de quelqu'un, c'est souvent pour compléter ce miroir-là de l'intérieur. Les relations sont souvent des relations de vibration. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu vibres quelque chose, exemple, je vais dire, souvent, j'ai beaucoup remarqué ça en violence conjugale, les gens vont aller chercher un pattern qu'ils connaissent déjà. Oui. Pourquoi? Parce que le subconscient enregistre tout. Les gens me disent, mais comment ça, cette personne me fait tellement penser à ma mère ou cette personne me fait tellement penser à mon père. Donc, c'est exactement ça. On va aller au niveau du subconscient rechercher quelque chose qu'on connaît déjà. Et tant aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé, on va continuer à rechercher. Oui. Dans le fond, qu'est-ce que les gens devraient faire? C'est de regarder qui je suis pour aller chercher quelque chose, pas le miroir nécessairement, mais quelque chose qui va me donner une forme d'excitation
que je connais pas. Oui. Mais c'est souvent l'inverse qui va se produire. Parce que, pourquoi? Parce que le subconscient a déjà enregistré quelque chose. Donc, inconsciemment, on va aller rechercher le puzzle qui nous manque. OK. Donc, ça m'amène à te poser cette question. Est-ce que dans cette situation, il faudrait comme on soit en pleine conscience, même presque dans notre rationalité, pour aller chercher le partenaire idéal? Oui, ce serait ça qu'il faudrait faire. Mais on sait très bien, c'est pas comme ça se produit. Non. On voit quelqu'un, il est beau, il est belle, on va t'attirer. Oui. Puis au fur et à mesure, les vraies choses vont commencer à apparaître. Oui. C'est dans ces moments-là qu'on devrait prendre le temps puis de regarder, d'analyser. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils disent, ben, on n'est pas... si on fait ça, on n'est pas dans l'amour, on n'est pas dans la spontanéité. La spontanéité. Oui. Donc, mais c'est ce qu'on devrait faire. C'est ce qu'on devrait, ce qu'on devrait faire. Et des outils pour les peines d'amour? Les outils pour les peines d'amour, c'est beaucoup... une peine d'amour, premièrement, c'est quoi? C'est quoi, oui? Une peine d'amour, c'est la déception de l'autre personne, mais c'est aussi de regarder qu'est-ce que cette peine d'amour vient... qu'est-ce que cette peine d'amour va m'aider? Oui. Parce qu'une peine d'amour, moi je dis, en tout cas, pour ma part, c'est presque une bénédiction parce que ça me permet de me regarder et ça me permet aussi de grandir. C'est sûr qu'au début... Au début, on ne sait pas ça. Non, c'est pas ça parce qu'on a vraiment mal. Oui. Puis ça fait vraiment mal. On pense... J'ai même quelqu'un qui m'a déjà dit que mon cœur vient... Oui. Littéralement, j'ai senti mon cœur s'arracher. Ben oui. Mais quand toute cette poussière-là s'efface, là, on peut vraiment regarder. Moi, je dirais même que chaque relation qu'on termine, on devrait prendre un temps pour analyser. Qu'est-ce que cette relation m'a apporté? Oui. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait? On quitte une relation puis on s'en va dans l'autre. Oui, puis on blâme l'autre. Donc, quand on est dans le blâme de l'autre, on n'est pas dans regarder qu'est-ce que ça m'a apporté. Non, on blâme l'autre, puis on se dit, ben c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Mais dans le fond, chaque relation nous amène quelque chose, nous apporte quelque chose. Oui. Amanda, vas-y. Ça me fait penser, je voulais faire un lien avec ce que ma mère expliquait tantôt, les patterns. Puis quand elle explique qu'il faut faire une introspection sur les anciennes relations, ça vient là aussi. Là, ça te permet de reconnaître si tu as des patterns de partenaires. Puis tu te rends compte, mais j'attire tout le temps ce type de personnes-là aussi. Fait que l'introspection est beaucoup importante par rapport à ça aussi. Pour voir si je reprends toujours le même type de personne ou dans le même type de situation aussi. Oui. Écoute, j'écoute Amanda, c'est vraiment... le coach, il a une prolongation du coach à la personne de Amanda. C'est vraiment ça. Donc, et puis j'ose te demander aussi, est-ce que tu as eu des peines d'amour, que tu as dû utiliser des outils ou tu as échappé belle? Je pourrais pas dire que j'ai eu des peines d'amour dans le sens quand je regarde d'autres personnes dans mon entourage. Oui. J'ai pas eu à vivre ça. Je suis chanceuse d'être mariée maintenant, puis j'ai une belle vie de couple. Oui. Mais c'est bien, parce que dans ta vie de couple, tu vas utiliser les outils que tu as déjà à travers ça. On est beaucoup dans la communication, c'est ce que j'explique à mon conjoint. Oui. J'aime ça comme échanger, dialoguer. Je lui dis, il dit, on chicane. Je dis, on ne se chicane pas, nous discutons. C'est bon. Bravo. Alors, Marjorie, je regarde un petit peu ce que tu fais. J'ai vu ta chaîne YouTube. Okay. Tu donnes aussi des ateliers, des conférences. Tu travailles, on a bien vu aussi comme éducatrice spécialisée. Puis, comment tu arrives à concilier le tout, là? Donc, j'aimerais avoir 27 heures dans une journée. Oui. Donc, j'essaie d'organiser mon horaire pour avoir du temps. Oui. Pour me faire plaisir. Aussi. Parce que ce que je fais, c'est pas vraiment un travail. Je suis vraiment dans la passion. Les gens me disent, mais comment tu fais? Tu as un travail? Puis non, je suis vraiment dans la passion parce que j'aime beaucoup
beaucoup aider les femmes qui viennent me voir. Donc, pour moi, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai toujours du temps pour faire ça. Et aussi, je suis à la présidence de Femmes en emploi. Aussi, exactement, aussi. Donc, c'est beaucoup d'implications sociales et tout ça. Tout ce qui se concerne les femmes. Oui. Alors, est-ce que quand tu fais ton coaching, OK, tu nous as dit un peu comment que la mort se faisait, etc., et que tu as décidé maintenant d'accompagner cette personne, est-ce qu'il y a parfois des moments où tu dois laisser faire parce que la personne, finalement, tu te rends compte qu'elle n'évolue pas à travers toi? Est-ce que c'est arrivé, ça? Ça m'est arrivé une fois, pas évolue pas, mais cette personne-là, elle avait un problème plus profond. Okay. Puis moi, je ne pouvais pas l'aider, puis j'ai arrêté en lui disant que ce serait mieux de se référer à un psychologue. Okay. Oui. Donc, tu n'avais pas perçu ça au début? C'est en cours de coaching? Oui. C'était vraiment profond. Puis, elle avait comme trop de choses à travailler. Oui, okay. Donc, j'ai dit, je pense que ce serait soit une thérapie de couple, parce que c'était dans le couple, ou d'aller voir un psychologue qui pourrait aller vraiment plus en profondeur. Oui. Parce que moi, je vais faire un survol, mais je ne veux pas aller vraiment... dans la profondeur. Dans la profondeur. Parce que c'est important aussi de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, le cheminement qui t'a amené. Exemple, j'ai beaucoup de femmes au niveau de la relation amoureuse, mais qu'est-ce qui fait que tu ne réussis pas encore à garder un homme? Il y a quelque chose qui fait ça. Oui. Là, présentement, j'ai beaucoup de femmes comme ça qui vraiment, littéralement, ça va être des relations de 5 mois, 3 mois. Oh, la personne, elle m'a laissé, Marjorie. J'ai dit, bon, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé. Donc, OK. Et dans ça, c'est comment tu procèdes au niveau... alors, quand il y a une répétition de ce pattern-là, du fait que les relations ne durent pas? Dans ça, je vais regarder s'il n'y a pas eu de l'auto-sabotage. OK. Dans le fond, qu'est-ce qui arrive quand tu es dans une relation, quand tu es dans l'échec amoureux, et l'auto-sabotage s'installe automatiquement, inconsciemment. Okay. Donc, je te laisse avant que tu me laisses. Donc, je vais auto-saboter la relation parce que j'anticipe déjà qu'est-ce qui va arriver. Parce que je l'ai déjà vécu 5 fois avant. Okay. Donc, c'est le 6e conjoint. Donc, souvent, je vais faire un pont. Je vais dire à la femme, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'auto-sabotage. Donc, elle va m'expliquer qu'est-ce qu'elle a fait. Exemple, dans un souper où elle s'est énervée, où elle a dit quelque chose. Donc, pour provoquer à l'autre, pour que la personne puisse partir, dans le fond. Pour devancer le départ, quoi. Devancer le départ, oui. On va regarder tout ça parce que c'est important d'analyser. C'est important de voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Oui. C'est important aussi de voir l'énergie qu'on dégage de la personne. Oui. Qu'est-ce que je dégage qui fait en sorte que la personne, après une rencontre, met fin à la rencontre. Ouais. Donc, il y a tout ça où je travaille là-dessus. De retour avec Marjorie Rosiclair, éducatrice spécialisée, coach de vie, accompagnée de sa fille Amanda Lynn Papillon. Marjorie, dans ton coaching, tu suggères aux femmes de tenir un journal. Donc, l'écriture a une importance. Et Amanda a eu à nous dire aussi depuis qu'elle est jeune, qu'elle apprend à écrire son journal. Donc, je vois que c'est quelque chose que tu suggères fortement parce que Amanda l'a utilisé. Donc, pourquoi et puis qu'est-ce que l'écriture peut amener? L'écriture, pour moi, est très importante parce que ça permet de déposer les émotions sur papier. Ça permet de faire un suivi de tout. Exemple, moi, j'écris encore. Donc, ça me permet aussi de voir où est-ce que je suis rendue dans mes objectifs et ça me permet aussi de voir
la progression. Parce que souvent, on va penser qu'on ne progresse pas, mais quand on va relire, on dit « Ah, OK, finalement, j'ai atteint tel objectif. Ah oui, le 3, j'ai fait telle chose. Oui. » Donc, l'écriture, c'est... Moi, dès que je rencontre une femme, la première chose que je lui dis, faut que tu aies un journal pour pouvoir faire le coaching avec moi, pour pouvoir écrire qu'est-ce que tu fais à tous les jours, exprimer, de mettre sur papier. L'écriture est très thérapeutique. Donc, on devrait écrire au quotidien? Oui, au quotidien. Moi, je suggère beaucoup l'écriture au quotidien parce que souvent, les gens vont me dire « Mais on n'a pas le temps d'écrire. » Oui, justement, oui. On n'a pas le temps d'écrire. Moi, je leur réponds, dans une journée, il y a 24 heures, tu peux prendre 10 minutes pour écrire. C'est sûr qu'on a le temps. Surtout. Parce que je leur dis souvent que le temps n'existe pas. C'est ça, exactement. Amanda, est-ce que toi, tu poursuis cet exercice aussi? Oui, c'est très important pour moi d'écrire. Ça me permet de donner des buts, surtout au niveau du travail puis de la carrière, de me fixer des objectifs. Je veux finir mes études, je veux travailler pour telle compagnie ou dans tel domaine. Et je trouve ça très empowering, comme on dit, de se donner nous-mêmes des objectifs. Puis les gens n'ont pas besoin de le savoir. Oui. C'est propre à nous-mêmes. Fait que c'est juste nous qui savons si on l'a atteint ou pas. Ça nous enlève la pression aussi de faire « OK, j'ai pas réussi, mais c'est correct. Ça m'appartient. Je vais continuer à travailler dessus. » Je trouve que ça ramène le pouvoir à nous, la femme, de s'approprier comme notre propre cheminement. Donc, c'est quelque chose d'important, je pense, avec le témoignage d'Amanda. Puis, Marjorie, j'ai oublié de dire aussi que moi, je propose aux femmes de faire le scripting. Le scripting, c'est d'écrire un scénario parfait. Oui. Ton scénario de succès, ce serait quoi? Donc, moi, Marjorie Rosiclair, j'aimerais être au sommet des femmes à Paris en 2025. Oui. Non, pas j'aimerais. Je suis au sommet des femmes en 2025. Oui. Je suis en train de donner une conférence parmi lesquelles je suis la personne qui commence la conférence. Donc, le scripting, c'est de te projeter dans qu'est-ce que tu veux dans le futur. Donc, ça fonctionne beaucoup aussi. Parce que quand tu as cet objectif-là, tu peux là, on est en 2023, mais quand tu as cet objectif-là, tu peux regarder comment tu vas faire pour atteindre l'objectif. C'est ça. Et l'objectif ou des rêves aussi à réaliser. Voilà. Des rêves à réaliser. On n'a pas abordé la méditation. Est-ce que ça fait partie de ton enseignement? Oui, parce que moi-même, je suis une personne qui médite. Oui, je vais demander à la femme de faire, d'essayer en tout cas, de méditer. Ça veut dire quoi? Méditer, c'est de pouvoir avoir du temps d'être avec soi-même. Parce que souvent, la notion de méditation, les gens, ils vont dire « Oh, faut que je mette mon tapis, il faut que je ferme mes yeux, il faut que j'aille en salle de méditation. » J'ai dit « Non, tu peux méditer sur le banc d'un parc. » Donc, tu peux méditer en regardant l'arbre. Tu peux méditer en marchant dans la nature. Donc, il y a plusieurs formes de méditation. On a souvent la vision, l'image d'une méditation qu'il faut vraiment s'asseoir ou vraiment se mettre en croisée là, pour méditer. Mais non, la méditation... Et la méditation peut être l'écriture. La méditation peut être une marche. Prendre une marche avec toi-même. Tout à fait. Être dans le soi. C'est ça la méditation. Oui. Amanda, on arrive à la fin de l'émission. Quel message que tu passerais aux jeunes femmes de ton âge qui voudraient faire affaire avec un coach de vie, une coach de vie? Ce que je leur dirais, c'est ça nous permet de donner un bon outil pour bien commencer notre vie de jeune femme et d'avoir un bon cadre. J'ai beaucoup de mes amis qui disent que c'est vraiment puissant ce que ma mère a fait, juste par rapport à les écouter parce que c'est mes amis à moi, puis qu'ils auraient aimé ça aussi, avoir un certain cadre, un certain guide pour les aider, pour bien commencer leur vie, prendre des bonnes décisions, avoir confiance en eux. Puis je trouve que beaucoup de choses qui arrêtent les femmes de ma génération, c'est qu'on a peur, on ne veut pas prendre le risque aussi. Fait que d'avoir confiance en toi, ça nous ouvrirait vraiment beaucoup plus de portes, je trouve, pour atteindre nos plus grands rêves et nos plus grands sommets.
Oui. Merci, beau message. Alors, Marjorie, si on veut te rejoindre, que doit-on faire? On peut me rejoindre. Je suis sur les réseaux sociaux. C'est vraiment facile. Oui. Marjorie, coach en développement personnel. Et aussi mon site internet, rosiclaircoaching.com. Oui. Donc, c'est comme ça qu'on peut me rejoindre. Parfait. Et on mettra aussi le lien lorsqu'on va poster l'émission. Alors, on arrive à la fin. Donc, merci à toutes les deux d'avoir accepté beaucoup. vraiment notre invitation. Et puis, d'abord, Amanda, un merci particulier parce que tu as vraiment partagé ton parcours avec ta mère et c'était très touchant, vraiment en admiration. Donc, merci pour ce... Un plaisir, merci de nous avoir reçus. Voilà. Oui, merci beaucoup. D'accord. Alors, je rappelle que mes invités sont Marjorie Rosiclair, éducatrice spécialisée et coach de vie, accompagnée de sa fille Amanda Lynn Papillon. Merci à toute l'équipe, Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, et ici Marjorie Théodore qui vous donne un autre beau rendez-vous la semaine prochaine.